Good Morning Business, le grand entretien. 8h17 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est François Villeroy de Galhau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Laure Closier, Raphaël Legendre. Le gouverneur de la Banque de France. Hier, la Banque Centrale Européenne a baissé de 1/4 de point les taux. Elle a estimé que si elle faisait plus, ça donnerait un sentiment d'urgence trop fort. Pourtant, on a vu d'autres banques centrales, par exemple comme la Banque du Canada, baisser de 0,5. C'était aussi votre envie, si je puis dire. Là, est-ce que la Banque Centrale Européenne n'a pas fait assez ? Laure Closier, on va d'abord parler de ce que nous avons décidé. Nous avons baissé les taux pour la 4e fois cette année. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Nous l'avons fait parce que nous avons une confiance de plus en plus grande dans le succès de la politique monétaire pour ramener l'inflation à 2%. Voilà. Donc on a à la fois la stabilité des prix. Il y a une deuxième raison, c'est que nous faisons attention aux risques sur la croissance, mais les raisons sont bien dans cet ordre. Et puis, nous avons aussi changé la communication, c'est-à-dire que nous avons retiré ce qu'on appelle le biais restrictif de notre communication. Pour le dire clairement, il y aura d'autres baisses de taux à venir l'année prochaine, d'autres au pluriel. Alors, nous ne sommes pas engagés à l'avance sur une trajectoire de taux. Je note d'ailleurs que le taux européen à 3% est aujourd'hui nettement plus bas que le taux anglais ou le taux américain qui sont à plus de 4,5. Il n'y a pas d'engagement à l'avance sur une baisse de taux, mais je note que nous sommes collectivement plutôt à l'aise avec la prévision de taux d'intérêt des marchés financiers pour l'année prochaine. Ça ne veut pas dire engagement, mais techniquement, c'est important cette précision, Laure Closier, dans les prévisions d'inflation que nous avons publiées hier, nous prenons comme hypothèse, c'est ce que nous faisons toujours, les taux de marché tels que prévus. Si on fait un petit retour d'expérience quand même, François Villeroy de Galhau, on a vécu une crise inflationniste qu'on n'avait pas vécue depuis très très longtemps. On a vécu une hausse des taux d'une rapidité, certains ont dit d'une brutalité, qu'on n'avait jamais vécue. À la BCE, en même temps, ça a été très efficace puisque l'inflation revient autour de 2%. Quel est, au sein de la BCE, votre retour d'expérience sur l'équilibre, lutte contre l'inflation et croissance? Vous avez indiqué hier, au sein de la BCE, que la zone euro perd de l'élan. Je crois que le retour d'expérience, je ne dis pas qu'on a tout fait parfaitement, mais il est positif. Raphaël Legendre, souvenez-vous, on était il y a 2 ans, fin 2022. La crainte qu'on avait, on était face à cette vague d'inflation, une inflation supérieure à 10% au mois d'octobre 2022 en zone euro, et on craignait vraiment d'avoir une inflation installée là durablement, et puis une récession. Nous n'aurons ni l'un ni l'autre. On va garder une croissance positive. Elle est trop modérée, et je crois d'ailleurs qu'il faut que l'Europe fasse des réformes de fond. Le rapport Draghi, le rapport l'État, approfondir le marché unique, muscler l'Europe, ça c'est maintenant le défi. Et puis sur l'inflation, on est revenu à un chiffre qui est très proche de 2%, on est à 2,3% pour la zone euro, et on est à 1,7% seulement en France. Donc je crois que globalement, la politique monétaire a été efficace pour vaincre l'inflation, sans récession, je souligne. Mais quand on entend les discussions au sein de la Banque Centrale Européenne dire si on avait fait plus, on aurait donné un sentiment d'urgence. Vous n'avez pas, vous, aujourd'hui, ce sentiment d'urgence face à l'élection de Donald Trump? Laure Closier, je crois qu'il faut un tout petit peu relativiser cette histoire de l'ampleur de la baisse de taux. Parce qu'au fond, il y a 3 touches du piano sur lesquelles on peut jouer. Il y a bien sûr l'ampleur, il y a la communication. Et c'est très important hier que nous ayons enlevé le biais restrictif, c'est-à-dire que nous, en termes techniques, que nous irions plutôt vers ce qu'on appelle le taux neutre. On en reparlera sans doute. Et puis, il y a une 3e touche, c'est le rythme. J'appelle votre attention sur le fait que c'est la 3e réunion consécutive où nous baissons les taux. Donc on peut jouer sur ces 3 touches du piano à la fois. Nous l'avons fait jusqu'à présent et on pourra le faire l'année prochaine. Et le taux neutre, alors, c'est combien? Alors, sur le taux neutre, c'est au fond une espèce de taux d'équilibre quand on ne veut être ni restrictif ni accommodant et qu'on estime qu'on est sur la bonne trajectoire d'inflation. C'est une notion économique. La beauté, si j'ose dire, c'est qu'il n'est pas précisément observable. Mais il y a des estimations, et les estimations de la BCE sont dans une fourchette entre 1,7% et 2,5%. Donc vous voyez qu'à 3%, on est encore significativement au-dessus. Donc savoir où on est exactement dans cette fourchette est aujourd'hui un débat un peu théorique. Il y a de la marge. François Villeroy de Galhau, vous avez parlé réforme, vous avez parlé rapport Draghi. Il y a une réforme
majeure pour la seconde économie de la zone euro qu'est la France, c'est celle des finances publiques. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre, nous n'avons ni Premier ministre, pour quelques minutes, quelques heures encore, ni gouvernement, surtout ni budget, et un déficit à la renverse. Une première question sur l'action de la BCE. Si la crise politique devait perdurer en France, est-ce que la BCE pourrait activer des rachats d'actions pour préserver un choc de taux sur la dette française? Certains disent que c'est déjà le cas. Je crois que cette question n'a pas été du tout discutée hier, mais vous avez raison, il y a un lien. Moi, je dirais que l'assouplissement monétaire, tel que nous le menons, remet encore plus sous le projecteur le nécessaire redressement budgétaire en France. Je vais le dire un peu autrement. La censure ne doit pas déboucher sur le déni. La censure politique ne doit pas déboucher sur le déni de la réalité budgétaire. C'est l'impression que vous avez aujourd'hui en France, qu'on nage dans le déni? Je ne suis pas un commentateur politique et je n'ai pas à donner d'impression. Mais notre problème de finances publiques que vous citez, il n'a en rien disparu depuis le 4 décembre. Au contraire. Je crois qu'il faut qu'on regarde ce qui s'est passé depuis quelques mois. Il y a un risque d'enfoncement progressif de la France à cause de ses finances publiques. Une des mesures de ça, c'est ce qu'on appelle le fameux spread, c'est-à-dire l'écart de taux d'intérêt avec les autres pays. Je crois que ça vaut le coup d'y revenir une minute. Début juin, la France était beaucoup plus près de l'Allemagne, moins de 0,50% d'écart, et beaucoup plus loin de l'Italie. On était à presque 0,9% devant l'Italie. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que nous nous sommes éloignés significativement de l'Allemagne et nous nous sommes rapprochés de l'Italie. Et nous avons été dépassés entre-temps par le Portugal, l'Espagne et même la Grèce. La Grèce, c'est pas des très grandes quantités, ça correspond d'ailleurs en partie à une bonne nouvelle, c'est le redressement de la Grèce. Mais qu'est-ce qui se joue dans tout ça? C'est que la France, qui était dans le peloton de tête européen, se laisse glisser vers la queue du peloton. Ça, c'est un vrai changement de statut politique de la France en Europe. C'est quelque chose de lourd. Et puis ça veut dire que la dette nous coûte de plus en plus cher. Le déficit français est le plus important de la zone euro à 6,1%, quand la moyenne des déficits est à 3% cette année. Et ça a une conséquence, Raphaël Legendre, c'est que nous sommes le seul pays de la zone euro où notre endettement, rapporté au PIB, à la taille de notre économie, continue à augmenter. Partout ailleurs, ça baisse. Et dernière conséquence, pour dire que vraiment notre problème est très réel, c'est que du coup la dette nous coûte de plus en plus cher et l'année prochaine, pour la première fois depuis très longtemps, les intérêts de la dette, c'est-à-dire une dépense du passé, vont nous coûter plus cher que le budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire la dépense d'avenir par excellence pour nos enfants, pour les générations qui viennent. 60 milliards l'année prochaine. Il faut absolument changer le cours, redresser notre trajectoire de finances publiques. Je crois que pour ça, il y a deux repères. Le premier, c'est qu'on ait bien l'objectif de revenir à 3% de déficit en 2029. Pourquoi 3%? Parce que c'est la règle européenne, mais surtout, c'est le seuil pour la France qui nous permet enfin de stabiliser cette fameuse proportion de la dette par rapport au PIB. Ça, c'est pour 2029. Et puis pour 2025, ça sera la tâche du futur gouvernement. Il faut une marche significative. Effectivement, on part de 6,1% en 2024. Michel Barnier avait proposé 5,0%. Ça sera au nouveau gouvernement de décider, mais il faut un progrès significatif pour asseoir la crédibilité de la France et de la trajectoire vers les 3%. Mais la France se sent parfois protégée par la Banque Centrale Européenne, bien sûr par l'euro, mais aussi par la possibilité de racheter des titres de dette. Christine Lagarde a été très claire à ce niveau-là plusieurs fois. Elle a dit on n'est pas là, la Banque Centrale, pour racheter les problèmes politiques que certains pays se créent eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a parfois des choix, des directions sur lesquelles la Banque Centrale ne pourrait ne pas suivre, ne pas nous aider en cas de problème, en cas d'accident de dette? Je crois que ce point est très important, Laure Closier. La Banque Centrale Européenne, comme la Banque de France, est indépendante des gouvernements. Et c'est même c'est inscrit dans le traité qui a été ratifié par référendum en France. Et donc, la Banque centrale, elle n'agit pas en fonction des gouvernements. Il ne faut pas que quand on dise elle monte les taux, c'est pour pénaliser les gouvernements, ou quand elle les baisse, c'est pour les aider. Elle a une boussole, et je crois qu'elle y est fidèle, c'est l'inflation, la stabilité des prix, c'est-à-dire revenir à 2% d'inflation par an, on y est. Et donc, quand la Banque centrale a acheté, vous y faisiez allusion, des obligations, dans le passé, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'inflation, il y avait une menace de déflation, qui est la maladie symétrique dans l'économie, notamment au moment du Covid. C'est pas ça aujourd'hui. Donc si on a un accident de dette, on se débrouille?
Mais c'est-à-dire des taux qui s'envolent. Encore une fois, nous sommes un grand pays souverain. Nous avons notre problème de finances publiques, nous en avons aussi la solution. Le redressement, il est nécessaire. Moi, je veux redire ce matin qu'il est possible. Ça suppose un effort juste et partagé par tous sur les dépenses. C'est les dépenses de l'État, c'est aussi les dépenses locales et les dépenses sociales. Et ça veut dire probablement certaines hausses d'impôts ciblées. Qu'est-ce que ça veut dire ciblées? C'est qui ne touchent ni les PME ni les classes moyennes. Ça veut dire quoi, ciblées sur les plus riches? Il y avait un certain nombre de propositions là-dessus dans le budget de M. Barnier. Qui pour l'instant sont out. On verra ce que fera le prochain gouvernement. Mais nous avons, nous, notre problème budgétaire. Il n'a pas disparu avec la censure, ça je crois que c'est très important de souligner, sinon la censure débouche sur un déni. Donc le redressement, il est nécessaire, mais je souligne aussi qu'il est possible, il est dans nos mains. Nous sommes un grand pays et beaucoup de pays autour de nous y ont réussi. Il n'y a pas de raison que nous, Français, n'y arrivions pas. Est-ce qu'il est possible sans toucher les retraites, François Villeroy de Galhau? C'est la première des dépenses et de très loin en France. Là, on va avoir une revalorisation de 2,2 points dès le mois de janvier. Le rôle de la Banque de France, ça n'est pas de faire cette politique budgétaire, ça appartient au gouvernement, au Parlement et au débat démocratique, et c'est très bien. Ce que je veux souligner, c'est que ce redressement, il est possible en tout cas sans toucher à la croissance. Et ça, c'est important parce qu'il y a souvent cette crainte en disant mais si on fait le resserrement budgétaire, on va fragiliser la croissance. Est-ce que c'était le cas du précédent budget? Si vous me permettez de le dire, je crois que nous n'avons pas ce type d'arbitrage difficile. Pourquoi nous ne l'avons pas? Il faut le souligner. C'est parce qu'aujourd'hui, le premier ennemi de la croissance, c'est l'incertitude. Il y a 86% de nos concitoyens qui sont inquiets sur la dette aujourd'hui. Oui. Donc si nous restions, par hypothèse, avec notre déficit à 6%, on augmenterait cette incertitude. Ça veut dire moins d'investissement des entreprises, ça veut dire moins de consommation des ménages, et ça veut dire moins de croissance. Donc si, à l'inverse, nous redressons la trajectoire budgétaire, c'est aujourd'hui plutôt favorable à la croissance. François Villeroy de Galhau, il nous reste 1 minute. Vous êtes désormais très suivi par l'écosystème crypto qui écoute vos paroles avec attention. Vous considérez désormais que c'est une sorte d'actif comme les autres, actif risqué évidemment, mais un actif comme les autres. Est-ce que vous avez évolué sur cette question? Non, je crois que nous avons toujours dit d'abord les cryptos, c'est pas des monnaies, ne serait-ce que parce que personne n'est responsable de leur valeur, alors que la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, avec Christine Lagarde, nous sommes responsables de la valeur de l'euro. Et c'est ça qui inspire confiance. Mais c'est un actif, et un actif risqué, ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire que ceux qui investissent dans les cryptos le font à leurs risques et périls, c'est réservé aux investisseurs avisés. Moi, j'en profite pour rappeler quelque chose qui est de bon sens. Si quelqu'un, un jour, vous propose un actif en disant « il a un rendement élevé », et il n'a aucun risque, fuyez. Ce quelqu'un, c'est la loi la plus ancienne de la finance. Ce quelqu'un est probablement un incompétent ou un escroc. Après, chacun prend ses responsabilités. Bon. Je crois qu'il est très souhaitable de réglementer les cryptos, comme d'ailleurs l'a fait l'Union européenne avec un règlement qui s'appelle MiCA. Certains acteurs des cryptos eux-mêmes le souhaitent, mais des réglementations anti-blanchiment, de protection des consommateurs, etc. Alors, ça, c'est un sujet. Vous avez tout à fait raison. Aux États-Unis, c'est que je crois qu'il serait très souhaitable qu'il y ait la même réglementation ou les mêmes principes. Il y a d'ailleurs eu des propositions internationales en la matière, du G20, aussi aux États-Unis, dans l'intérêt même des investisseurs dans les cryptos. Merci beaucoup François Villeroy de Galhau. Merci François Villeroy de Galhau. Dans la matinale de l'économie.